Des gens disparaissent tout le temps, la plupart ne sont jamais revus, mais dans de rares cas, certains réapparaissent, des années plus tard, avec des récits étranges, sans souvenir ou une vie complètement transformée. Dans cette vidéo, nous allons examiner 5 autres cas réels de personnes qui ont disparu puis réapparu, laissant derrière elles plus de questions que de réponses. Le 20 février 1978, à Saugatuck, dans le Michigan, il faisait un froid glacial et la neige recouvrait tout. Ce matin-là, Steven Kubacki, un étudiant de 23 ans au Hope College, entreprit seul une randonnée à ski de fond près du lac Michigan. Il avait déjà fait ce genre de sortie et celle-ci ne devait durer qu'1 ou 2 jours. Steven était un étudiant intelligent et indépendant, étudiant l'allemand ou l'histoire dans un collège chrétien à Holland, dans le Michigan. Ses professeurs le trouvaient doué, ses camarades le décrivaient comme amoureux de la nature et d'opinions bien affirmées. Il vivait hors campus et restait plutôt discret. Il avait gravi des montagnes en Europe et aimait jouer à des jeux de rôle comme Donjons et Dragons. Il ne lui restait que 3 cours avant d'obtenir son diplôme et il avait déjà un poste réservé dans un journal local. Sa vie semblait bien engagée, mais lorsqu'il ne rentra pas le lendemain, sa famille s'inquiéta et prévint la police. Peu après, des motoneigistes découvrirent quelque chose d'étrange près du lac. Une paire de skis était plantée verticalement dans la neige, les bâtons en position debout et un sac à dos soigneusement posé dessus. Rien ne semblait accidentel. Tout était trop parfaitement agencé. Une trace de pas menait sur environ 200 mètres vers le lac gelé, puis s'arrêtait net. Les autorités supposèrent que Steven avait pu tomber sous la glace. Mais aucun signe de lutte, pas de sang, pas d'autres empreintes, une seule série de traces qui se terminait au bord du lac. Des équipes de recherche, gardes côtières, police d'État et bénévoles fouillèrent la zone à l'aide d'hélicoptères, de bateaux et même de drones, sans rien trouver. Certains ne crurent pas à la noyade. Son colocataire affirma que Steven avait parlé ouvertement de ses projets de ski. S'il avait voulu disparaître volontairement, il aurait laissé un indice. La police interrogea d'autres étudiants. Certains pensaient qu'il s'agissait d'un acte prémédité, d'autres d'un accident. Une étudiante, dont le nom est barré dans les rapports de police, quitta l'université peu après la disparition de Steven. Bouleversée, elle laissa un mot à sa colocataire, puis partit vivre chez sa tante à Grand Rapids. Les enquêteurs estimèrent qu'elle savait peut-être quelque chose sans aucune preuve tangible. Un couple déclara avoir vu, la veille de la découverte des skis, un homme ressemblant à Steven marcher sur la glace, tandis qu'une femme à proximité prenait des photos. Elle ne fut jamais identifiée. Steven n'avait aucune petite amie connue dans le Michigan. Ses anciennes relations se trouvaient en Europe. Sa famille reçut également des appels étranges. Un correspondant donna un numéro censé joindre Steven, mais celui-ci était déjà déconnecté. Plus tard, la mère de Steven découvrit qu'elle avait parlé à ce numéro pendant 15 minutes, 6 mois plus tôt. La ligne fut désactivée peu après, et bien que la police en ait retracé la provenance, le nom du titulaire ne fut jamais révélé. Le frère de Steven ne croyait pas non plus à la noyade. Il engagea un détective privé d'un cabinet surnommé Fatman Detective Service. Celui-ci émit l'hypothèse que Steven aurait pu se rendre en Allemagne pour rencontrer quelqu'un, mais aucune compagnie aérienne ne recensait de vol à son nom. 15 mois s'écoulèrent. Puis, le 5 mai 1979, Steven se réveilla soudainement sur une colline herbeuse à Pittsfield, dans le Massachusetts, à plus de 1100 km de là. Il ne se souvenait de rien de l'année et 3 mois écoulés. Son dernier souvenir remontait à lui, debout près du lac, transi de froid et terrifié. Il portait des vêtements différents, un t-shirt de marathon du Wisconsin, des baskets et des lunettes qu'il ne reconnaissait pas. Il avait 40 $ en espèces et une besace remplie de cartes ainsi que de pancartes d'autostop pour des villes telles que San Francisco, Reno et Chicago. Steven marcha près de 30 km jusqu'à la maison de sa tante, puis contacta son père. Sa famille le croyait disparu à jamais. Il raconta aux journalistes ne s'être rendu compte du temps écoulé qu'en lisant un journal, supposant que le froid ou l'épuisement avaient provoqué son amnésie. Bien qu'il se sentît en forme avant son départ, il refusa toute évaluation psychologique. Il ne prit pas le poste au journal, mais le Hope College lui remit tout de même son diplôme. Plus tard, Steven s'installa dans le nord-ouest des États-Unis, devint psychologue et publia un livre sur les mathématiques et l'existence. Il ne reparla jamais de l'incident, pas plus que sa famille. Certains associent son cas au triangle du lac Michigan, une zone réputée pour des phénomènes étranges, bateaux tournant sur eux-mêmes, changements météorologiques soudains et avions disparaissants. À ce jour, nul ne sait ce qui s'est réellement passé. Les skis parfaitement disposés, le sac à dos, la réapparition soudaine à des centaines de kilomètres de son point de départ restent autant de mystères sans réponse.
l'histoire de Stephen Kubacki demeure l'un des cas de disparition les plus intrigants de l'histoire américaine. C'était le 27 avril 1964 à Chicago, dans l'Illinois. Dora Franczak venait d'accoucher de son fils, Paul, à l'hôpital Michael Reese. Cela aurait dû être un moment de joie, mais quelques heures plus tard, une femme déguisée en infirmière entra dans la chambre de Dora, prit le nouveau-né dans ses bras et disparut. Elle ne faisait pas partie du personnel hospitalier et on ne la revit jamais. Le mari de Dora, Chester, reçut l'appel alors qu'il était encore au travail. Il se précipita à l'hôpital pour apprendre que son fils avait été enlevé. La police et le personnel fouillèrent les environs, mais la fausse infirmière avait déjà disparu. Une vaste opération de recherche fut lancée. Plus de 175 000 postiers furent mobilisés pour garder l'œil ouvert. Le premier jour même, les enquêteurs passèrent au peigne fin des centaines de domiciles. Le Federal Bureau of Investigation prit part à l'enquête et la photo du bébé Paul parut dans les journaux de tout le pays. Pourtant, aucun indice concret ne parvint aux autorités. À l'époque, on n'avait ni test ADN ni caméra de surveillance. Les enquêteurs comparèrent les groupes sanguins et des caractéristiques comme la forme des oreilles de milliers de bébés sans qu'aucune concordance n'émerge. Le temps passa, les pistes se refroidirent et la famille Franczak continua malgré tout d'espérer. En 1965, un bambin fut repéré assis dans une poussette devant un magasin de Newark, dans le New Jersey. Il avait un œil au beurre noir, restait silencieux et semblait de l'âge de Paul. Dora crut reconnaître son fils. Le FBI aussi. L'enfant fut ramené chez les Franczak. À l'époque, on ne pouvait pas le confirmer, mais ils l'élevèrent comme leur Paul et évitèrent d'évoquer l'affaire. En grandissant, l'enfant ressentit que quelque chose n'allait pas. À 10 ans, il découvrit des articles de presse d'époque et des lettres dissimulées dans un vide sanitaire. Il racontait l'histoire de l'enlèvement. Quand il interrogea sa mère, Dora admit la vérité, mais l'assura que tout allait bien désormais. Pourtant, il ne pouvait ignorer combien il était différent de ses parents et de son frère. Les questions le hantaient. En 2012, installé à Las Vegas et père de famille, il décida, contre l'avis de ses parents, de faire un test ADN pour lui-même et sa fille. Les résultats confirmèrent ses pires craintes. Il n'avait aucun lien de parenté avec Dora et Chester, et ce n'était pas le bébé enlevé à l'hôpital. L'affaire fut rouverte et la nouvelle fit rapidement le tour des médias. Ses parents ne lui parlèrent plus pendant plus d'1 an et son mariage en pâtit. Mais il poursuivit ses recherches. En 2015, grâce à des experts en ADN et à des sites de généalogie, il découvrit sa véritable identité. Il s'appelait Jack Rosenthal, né le 27 octobre 1963 dans le New Jersey, plusieurs mois avant la disparition du bébé Franczak. Jack, lui aussi, avait disparu à sa naissance. Il apprit aussi qu'il avait une sœur jumelle, Jill. Tous deux avaient été portés disparus en même temps. Jack ne s'arrêta pas là. Il découvrit que sa famille biologique avait traversé de grandes difficultés. Sa mère souffrait de problèmes d'alcool, son père, vétéran, avait un passé douloureux. Selon les proches, Jack et Jill avaient souvent été négligés. Jack avait été retrouvé, mais Jill restait introuvable. On craignait qu'elle ait été abandonnée, ou pire. En 2019, un certain Kevin Batty, dans le Michigan, fit un test ADN qui établit qu'il était en réalité le fils biologique de Dora et Chester, le véritable Paul. Élevé par une autre famille sous un faux nom, ses papiers avaient été falsifiés. La femme qui l'avait grandi était décédée et on ne sait toujours pas comment elle l'avait obtenu. En décembre 2019, Kevin et Dora s'appelèrent brièvement, un échange chargé d'émotions. Ils devaient se rencontrer, mais Kevin lutta contre un cancer. Puis la pandémie débuta. En avril 2020, Kevin s'éteignit à 56 ans sans que son identité soit mentionnée dans son avis de décès. Pour Dora, ce fut une nouvelle épreuve. Jack, lui, estime que cet ultime appel a apporté un apaisement à sa mère. Aujourd'hui, Jack poursuit sa quête, retrouver sa sœur Jill et combler le dernier vide de cette histoire. Car si Paul Franczak a enfin été retrouvé, une question demeure. Où est Jill Rosenthal ? C'était le 30 août 1902 à New York. Le docteur William Horatio Bates, 41 ans, spécialiste réputé de l'œil, jouissait d'une solide renommée. Diplôme de Cornell et Columbia et grand habile chirurgien. Ce jour-là, il écrivit une brève lettre à sa femme, Aida Simon Bates, qui séjournait chez sa mère. Il y évoquait un voyage avec un ancien élève, le docteur Forch, pour opérer des cataractes et le bon salaire qu'il percevrait.
Il regrettait aussi de manquer le prochain Horse Show. La lettre paraissait enjouée, mais surprenante, financièrement à l'abri. Pourquoi se réjouir ainsi de l'argent? Aida n'y prêta guère attention. Le docteur Bates voyageait souvent pour ses interventions. Au début, rien d'inquiétant. Puis les lettres cessèrent. Quelques jours passèrent, puis des semaines. Aida contacta amis et collègues pour savoir où il était sans succès. Elle sollicita finalement la loge maçonnique à laquelle il appartenait. Les francs-maçons lancèrent une recherche mondiale, diffusant sa photo et sa description via leur réseau international. Environ 6 semaines plus tard, un homme correspondant à son signalement fut repéré au Charing Cross Hospital de Londres. Amaigri, faible, désorienté, il était méconnaissable selon ceux qui vinrent le voir. Il avoua ne pas avoir mangé depuis plusieurs jours, malgré l'argent sur son compte. Aida partit aussitôt pour Londres, mais il ne la reconnut pas. Elle le persuada néanmoins de venir séjourner avec elle au Savoy Hotel. Là, il mentionna avoir opéré un patient souffrant d'un problème cérébral, sans pouvoir donner plus de détails. 2 jours plus tard, il disparut à nouveau, sans laisser de traces. Aida ne le revit jamais. Elle passa des années à le chercher à travers l'Europe et les États-Unis, sans la moindre piste. Elle s'éteignit en 1907, sans jamais découvrir ce qui était réellement advenu de son mari. Au moment de sa première disparition, le docteur Bates jouissait toujours d'une grande estime. Enseignant dans plusieurs hôpitaux de premier plan, admiré dans les milieux médicaux, son absence soudaine laissa tous ses confrères perplexes. Puis, en 1910, 8 ans plus tard, il réapparut. Un médecin new-yorkais le reconnut à Grand Forks, dans le Dakota du Nord, où Bates avait ouvert une petite clinique et soignait des patients. Toujours amnésique, il ne se souvenait plus de son passé. Le praticien le convainquit de revenir à New York, où ils s'associèrent pour ouvrir un cabinet. Mais entre-temps, beaucoup avait changé. Son nom n'avait plus le même prestige et le monde médical avait évolué. En 1917, il présenta une nouvelle méthode qu'il baptisa « Système BATS d'exercices oculaires ». Il exposa ses idées dans un périodique connu pour ses articles de santé non vérifiés. Selon lui, la plupart des troubles de la vue étaient d'origine psychique et les lunettes inutiles. Son protocole reposait sur des mouvements oculaires, l'observation de la couleur noire et même le regard direct vers le soleil, pratique jugée dangereuse et dénuée de fondements scientifiques. Malgré les critiques, beaucoup se laissèrent séduire. Certains affirmèrent ne plus avoir besoin de lunettes. L'un de ses plus fervents soutiens fut Aldous Huxley, l'auteur de Brave New World, qui recommanda la méthode dans ses écrits. En 1929, le docteur Bates essuya un tollé pour diffusion de prétentions médicales trompeuses. Pourtant, sa méthode continua de susciter l'intérêt et l'on en débat encore aujourd'hui en ligne, malgré les mises en garde des experts. Mais son parcours réserve une autre énigme. En 1928, son fils Charles Halsey Bates disparut subitement et ne fut jamais retrouvé. Lorsque William Bates mourut en 1931, à 70 ans, Charles était toujours porté disparu et n'apparaissait pas dans son testament. Le docteur William Bates passa du statut de sommité de l'ophtalmologie à celui d'homme marqué par le mystère, la perte et les questions sans réponse. Que sa première disparition fut due à un trouble de la mémoire, à des difficultés personnelles ou à une raison plus profonde, lui seul le savait et il ne le dit jamais à personne. C'était le 31 août 1998, à Rockhampton, dans le Queensland, en Australie. 14 ans, Natasha Ann Ryan avait été déposée par sa mère au lycée d'État North Rockhampton State High School. Natasha avait déjà fugué à plusieurs reprises. Aussi, lorsqu'elle ne rentra pas ce soir-là, sa famille ne s'alarma pas immédiatement. Mais au fil des jours, l'inquiétude grandit. Natasha ne revenait pas. La police crut d'abord à une nouvelle fugue. Mais quelque chose semblait différent. À la même époque, plusieurs disparitions inquiétantes étaient signalées dans la région. Une fillette de 9 ans et plusieurs femmes âgées de 19 à 39 ans. La petite ville de Rockhampton, qui comptait alors environ 68 000 habitants, fut bientôt gagnée par la peur. Les enquêteurs finirent par se focaliser sur Leonard John Fraser, un récidiviste libéré en 1997, juste avant la série de disparitions. En avril 1999, Fraser fut arrêté pour une autre infraction et ramené en prison. Peu après, il avoua avoir ôté la vie à 5 personnes. Parmi elles, il cita le nom de Natasha Ryan. Il affirma l'avoir rencontrée devant un cinéma, lui avoir proposé de la raccompagner, puis l'avoir attaquée pour finir par abandonner son corps dans un étang.
La famille crut alors qu'elle avait perdu Natasha. Le jour des 17 ans de leur fille, en 2001, Robert et Jenny Ryan organisèrent une cérémonie commémorative. Ils acceptaient sa mort. Pourtant, Fraser avait menti. Natasha était vivante et ne l'avait jamais quitté. Depuis sa disparition en 1998, elle vivait à moins d'1 kilomètre de chez sa mère, cachée chez son petit ami de 21 ans, Scott Black. Elle avait choisi de fuguer pour rester avec lui. Ils ne quittèrent jamais Rockhampton, déménageant discrètement à quelques reprises, toujours à proximité. Scott travaillait comme laitier et menait une vie très réservée. Natasha sortait à peine, lumière tamisée, rideaux tirés et seulement 6 apparitions publiques en 4 ans. Toujours de nuit. Même après l'aveu de Fraser, Natasha ne se manifesta pas. Plus tard, elle expliqua s'être sentie prise au piège par le mensonge et craindre les conséquences d'un retour. En 2003, juste avant le procès de Fraser pour la mort de Natasha, elle appela une ligne d'écoute pour enfants. Elle donna le faux prénom de Sally et prévint qu'on allait condamner un innocent. L'appel fut enregistré, mais la ligne restait introuvable. Quelques jours plus tard, la police reçut une lettre accompagnée d'un numéro de téléphone et d'un message. Natasha Ryan est vivante et en sécurité. Le 10 avril 2003, les policiers perquisitionnèrent le domicile de Scott Black. Dans une armoire, ils découvrirent une jeune femme de 18 ans, pâle, effrayée, bel et bien vivante, Natasha. Le lendemain, au tribunal, le procureur fit une annonce stupéfiante. Natasha n'était pas morte. Son père, informé en aparté, décrocha alors le téléphone du poste de police. Une voix familière répondit « C'est moi, Grasshopper. Je t'aime et je suis désolé. » Sa mère, Jenny, confia qu'elle avait d'abord ressenti de la colère, même de la haine, mais lorsque Natasha se présenta enfin, tous ses sentiments se dissipèrent. Fraser fut innocenté du cas de Natasha, mais resta incarcéré pour les autres crimes. Natasha et Scott eurent eux aussi à répondre de leurs actes. En 2005, Scott écopa d'1 an de prison pour avoir menti à la police et Natasha fut condamnée à une amende de 1 000 $ ainsi qu'à verser 16 000 $ pour les frais de recherche. Malgré tout, elle vendit son histoire à l'émission 60 minutes Australia pour 120 000 $. En 2008, elle et Scott se marièrent devant 35 invités. Sa mère assista à la cérémonie. Le couple céda ensuite ses photos de mariage au magazine Women's Day pour 200 000 $. Par la suite, Natasha changea de nom pour devenir Tash Black, se forma comme infirmière et eut 4 enfants. Pendant de longues années, elle fuit la lumière des projecteurs. Puis, le 2 juin 2024, presque 21 ans après sa découverte, Natasha disparut de nouveau. Elle quitta son domicile à pied et fut aperçue pour la dernière fois près du Rockhampton Golf Course. Au matin, son corps fut retrouvé. Elle avait 40 ans. La police conclut que son décès ne présentait rien de suspect. Amis et proches affirment que la vie de Natasha n'a jamais été parfaite, mais qu'elle s'efforçait d'avancer. Malgré ses erreurs, elle avait bâti une existence, fondé une famille et su renaître, ne fût-ce que pour un temps. C'était le 20 septembre 2007 à Maple Valley, Washington, une petite ville en périphérie de Seattle. Tanya Ryder, 33 ans, venait de terminer son service de nuit dans un supermarché local. Elle et son mari, Tom, cumulaient de longues heures de travail et plusieurs emplois pour économiser en vue d'acheter une maison. Ce matin-là, après son service, elle prévoyait de rentrer chez elle, de se reposer un moment, puis de repartir pour son second emploi dans une boutique de vêtements. Mais Tanya n'est jamais arrivée à la maison. À quelques minutes de son domicile, le VUS bleu de Tanya a quitté la route, a plongé dans un ravin et s'est enfoncé dans des perronces de mûriers à l'abri des regards. Elle a été grièvement blessée, jambes écrasées, côte et colonne vertébrale brisées, épaules déboîtées. Sa ceinture de sécurité la maintenait coincée, et son téléphone était juste hors de portée. Incapable de bouger, elle a concentré toute son énergie sur sa survie. Au début, Tom ne s'est guère inquiété de son absence. Leurs horaires de travail les séparant souvent pendant de longues périodes. Mais lorsque Tanya a manqué son service à la boutique, une collègue l'a appelé. Il a compris que quelque chose n'allait pas. Il a aussitôt signalé sa disparition à la police, mais les autorités ne l'ont pas prise au sérieux. Tanya était majeure. Elle avait le droit de disparaître sans donner de nouvelles. Tom a supplié la police de géolocaliser son téléphone. En vain. Frustré et désespéré, il n'a cessé d'insister. Il a fallu plusieurs jours avant que les enquêteurs n'ouvrent enfin une investigation. Les policiers ont fini par localiser son téléphone près de la Highway 169 et ont commencé à fouiller la zone. Ce n'est que 8 jours plus tard qu'ils ont retrouvé son véhicule, à peine à 6 mètres de la route, dissimulé par la végétation. Tanya était restée prisonnière de l'épave tout ce temps, sans nourriture ni eau.
Elle avait sombré dans l'inconscience à plusieurs reprises, la déshydratation provoquant une insuffisance rénale. Et la douleur était insoutenable. Son téléphone clignotait de coups de fil manqués, mais elle ne pouvait pas l'atteindre. Dans son état second, Tania eut même l'illusion de voir son chien d'enfance. Des voitures passaient à proximité, mais personne ne l'a vu. Chaque heure paraissait interminable. Elle espérait que quelqu'un, peut-être Tom, remarquerait son absence et vérifierait sa route habituelle. Mais les ronces cachaient complètement la voiture. Elle était totalement seule. Puis le 8e jour, elle entendit des voix. D'abord persuadée de rêver, elle réalisa bientôt que les appels se rapprochaient, jusqu'au moment où quelqu'un s'écria « Elle est vivante !» Les sauveteurs l'extrayèrent de la carcasse et l'acheminèrent d'urgence au Harborview Medical Center. Son état était critique. Sa jambe était presque irrécupérable. La clavicule, les côtes et la colonne vertébrale fracturées. Les médecins assurèrent qu'elle avait frôlé la mort. À son réveil, Tom était à son chevet. Il n'avait jamais cessé de la chercher. Les médecins estimèrent que son âge, sa forme physique et le port de la ceinture de sécurité avaient été déterminants pour sa survie. Mais les séquelles n'étaient pas que physiques. Tania ne se souvenait plus du tout de l'accident. Sa convalescence physique et psychologique allait durer des années. Tom s'est ensuite exprimé publiquement sur les délais et les défaillances du système. Selon lui, toute règle empêchant une intervention rapide dans ce genre de situation devait être revue. Il était convaincu que ces jours perdus auraient pu lui coûter la vie. Tania a finalement raconté son histoire dans un livre intitulé « Missing Without a Trace, 8 jours d'horreur ». Elle y décrit ce que ça fait d'être coincée plus d'une semaine et le combat qu'elle a mené pour rester en vie. Son cas a aussi mis en lumière les lacunes dans la prise en charge des adultes disparus. L'expérience de Tania montre à quel point tout peut basculer vite et combien une réponse tardive peut être fatale. Aujourd'hui encore, les cicatrices de cette épreuve sont là, mais Tania continue d'avancer. Elle a survécu à ce que peu de gens auraient enduré, et son histoire nous rappelle à quel point il est facile de disparaître, et combien il est difficile de revenir.